Pierre Abadi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour être notre premier invité de notre nouveau format, La Forge. La Forge, c'est le podcast de ceux qui font la finance et surtout qui la font bien. Ben, merci. Donc, tout un programme. On compte sur vous pour comprendre un petit peu mieux votre parcours, comprendre le private equity et plus spécifiquement, quel est le rôle du private equity dans le financement de la transition énergétique, thématique qui nous importe et nous impacte tous. Ben, on va essayer. Donc on va commencer par vous présenter, essayer de comprendre un petit peu comment vous êtes devenu celui qui a créé, ou en tout cas participé à créer le premier ou le plus grand fonds de transition énergétique, et ce depuis Paris. Donc vous avez aujourd'hui 44 ans. C'est ça, ouais. Vous êtes né à Paris. Oui. Et vous avez commencé par faire des études plutôt de physique-chimie, c'est ça ? Ouais, plutôt ingénieur, plutôt scientifique, ouais. D'accord. Et ensuite, vous faites l'école dite de physique-chimie, c'est ça, Pierre et Marie Curie ? Alors j'ai fait l'université, en fait, Ouais. Pierre et Marie Curie, et après j'ai rejoint l'école centrale, et ensuite j'ai fait une école d'application qui s'appelait à l'époque l'école du pétrole et des moteurs, qui aujourd'hui a aussi inclus les nouvelles énergies dans son pool, et ensuite j'ai rejoint un grand énergéticien qui était à l'époque Total. D'accord. Donc l'IFP, c'était l'Institut français du pétrole, c'est ça ? C'est ça, oui. Ok. Et là, vous faites une formation spécifique qui s'appelle RIG, c'est ça ? Alors ça, oui, c'est effectivement, ouais. Donc à l'époque, c'était le monde entre guillemets d'avant. Donc c'est une formation en fait au raffinage. Donc j'ai commencé effectivement ma carrière au sein du raffinage. D'accord. Et donc là, vous partez, si j'ai bien tout suivi, dans une ville, démarrez votre carrière à 25 ans, à peu près, dans une ville qui s'appelle l'INSEE, c'est ça ? Alors l'INSEE, c'est la ville où était la première raffinerie, donc ça s'appelle l'INSEE Oil Refinery. Et en fait, la ville, c'est Grimsby, qui est au nord-est de l'Angleterre. Donc c'est l'aventure quand même. Vous partez. Oui, alors je sais pas si c'est l'aventure, mais en tout cas, c'est pas un endroit habituel en réalité pour commencer sa carrière. Et donc là, vous progressez pendant à peu près 6 ans dans cette raffinerie, plutôt sur l'optimisation. Est-ce que déjà, à ce moment-là, vous réfléchissez peut-être à travers cette démarche d'optimisation à une optimisation plus globale qui s'étend au-delà du pétrole ? À quel moment commence en fait dans toute cette carrière qu'on déroule de manière un peu académique, à quel moment le déclic un petit peu transition énergétique aujourd'hui qui vous anime se manifeste ? Alors, déjà c'est assez intéressant parce qu'il faut remettre dans le contexte. Là, on est dans les années environ 2000. Donc aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de climat. Je le rappelle, en fait, le premier alignement entre guillemets entre tous les leaders sur le risque climatique et en fait le fait que tout le monde le réalise réellement, c'est en 2015 au travers du traité de Paris. Alors le GIEC fait ses rapports depuis 1990, mais en réalité, en fait, on commence réellement à le comprendre collectivement quand tous nos leaders s'alignent en 2015. En 2000, en fait, il y a assez peu de discussions sur le sujet, je dirais. Néanmoins, en fait, mon premier travail quand j'ai rejoint le raffinage, ça a été de regarder en fait quel serait l'impact d'une taxe carbone éventuelle qui se mettrait en place. Et puis suite à ça, en fait, l'optimisation en réalité des gaz de brûlage en fait dans une raffinerie. Donc en fait, le premier travail que j'ai eu à réaliser, c'était un travail d'optimisation de la raffinerie pour réduire en réalité ses émissions de CO2 parce qu'il y avait déjà à l'époque une discussion autour d'une potentielle taxe carbone qui se mettrait en place. Ok, intéressant. Donc là, déjà une réflexion autour peut-être, en tout cas, de la sobriété dans la consommation. Alors plutôt de l'efficacité énergétique en l'occurrence. Ok, très bien. Ensuite, vous êtes rapatrié à Paris directement, l'INSEE Paris, et là vous rejoignez le siège. Vous évoluez assez vite pour devenir, je crois, première fonction, c'était vice-président en charge des énergies renouvelables et du gaz. Donc là, tout de suite, on vous met sur cette thématique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes choisi à un moment donné ? Je crois que vous étiez avant dans la holding sur la partie optimisation, mais qu'est-ce qui fait qu'on vous choisit vous pour ces questions-là dans le groupe Total pour mener ces projets ? Ça, c'est des questions de chemin. Donc en fait, dans la vie, il faut souvent être là au bon moment. On fait pas forcément exprès. Moi, quand je suis revenu, c'est vrai, au sein du siège, j'ai passé quelques années à faire de l'audit au niveau du groupe, et ensuite j'ai fait la première cartographie des risques groupe pour Total. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes, et là, en réalité, il y a eu une opportunité au sein de la direction financière pour commencer à financer en fait les nouvelles énergies. À l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait. Donc là, on est avant 2010, et ça passe par les premiers renouvelables, les premiers investissements en fait dans la chaîne de valeur aussi de la construction des panneaux solaires, les premiers biocarburants, etc., etc. Et donc je me retrouve finalement
impliqués assez tôt dans ce processus, finalement un peu au moment où toute la chaîne renouvelable commence à exister, parce que c'est vrai qu'en 2000, il n'existe pas grand-chose. Après, il y a un système qui commence à, de manière régulatoire, promouvoir en fait les renouvelables. Ça commence à se déclencher. Et puis après, on rentre dans une chaîne où finalement les coûts du renouvelable sont divisés. Donc à l'époque, en fait, les coûts des panneaux solaires étaient peut-être 15 fois supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Donc en fait, on faisait de l'électricité à travers du renouvelable à un prix qui était très très cher comparativement à son alternative fossile. Et l'idée de l'époque, pour vous donner juste un petit peu le contexte, encore une fois, c'est qu'il était plutôt perçu à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2008, en fait, on parlait de peak oil. Donc en fait, on disait il va y avoir en fait géologiquement une décroissance des flux physiques de fossiles, tout simplement parce que géologiquement, on sait qu'à un moment donné, il n'y en a plus. Et en fait, ce peak oil était plutôt perçu dans les années 2013-2015. Là, quand je parle, on est en 2008. En réalité, ça s'est pas complètement passé comme ça, parce qu'après il y a eu les gaz de schiste et les pétroles de schiste qui ont été identifiés, donc du non conventionnel qui a compensé le conventionnel. En fait, quand on regarde les fossiles conventionnels, effectivement, il y a une décroissance de ces flux qui a commencé à se matérialiser à partir de 2010. Donc l'idée, en fait, c'est de dire comment on va continuer à fournir le monde en énergie dans un monde qui commence à être contraint en termes de fossiles. Encore une fois, on n'est pas du tout en 2015, le climat n'est pas encore sur le devant de la scène à ce moment-là. Donc les premiers investissements se font en disant il va falloir fournir le monde en énergie, l'électricité est une forme d'énergie, le renouvelable est quelque chose qui peut remplacer le fossile, néanmoins ça reste très cher. D'accord. Mais dans un monde où en fait on se dit l'énergie fossile va manquer, on se dit l'énergie fossile va être de plus en plus chère, et donc à un moment donné le renouvelable va devenir compétitif. Donc c'est en cartographiant ces risques-là que vous y arrivez finalement. Oui, et puis après c'est aussi tout simplement la stratégie de tous les énergéticiens en fait. Okay. Tout le monde a regardé en fait les sujets, et tout le monde se dit en fait moi je fournis de l'énergie, quelle est l'énergie de demain? Dans un monde en fait qui est contraint. Après l'histoire elle est un peu différente, parce que en réalité ce qui s'est passé c'est que les coûts du renouvelable ont très fortement baissé. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un coût du renouvelable qui est une fraction en réalité de ce qu'il était avant. Et après avec une crise comme on l'a aujourd'hui avec on va dire les problèmes qu'on a avec les approvisionnements de Russie, aujourd'hui l'électricité qui vient de renouvelables est moins chère que l'électricité qui vient de la grille. Tout simplement parce qu'on a une situation géopolitique qui le veut, mais en fait qui reflète juste une vitesse accélérée de ce que serait l'Europe dans 10 ans ou dans 15 ans avec une transition énergétique ratée. C'est-à-dire que si l'Europe rate sa transition énergétique et est toujours dépendante excessivement des fossiles, alors qu'en réalité elle n'en produit pas, elle se retrouve à devoir payer un coût de l'énergie qui est extravagant. D'où en fait le fait qu'il y a un alignement quand même complet entre les choses qu'on doit faire actuellement pour des raisons géopolitiques, la déconnexion finalement aux fossiles russes, et les choses qu'on doit faire pour le climat, la réduction d'émissions de CO2. En fait, les recettes sont les mêmes. C'est oui, maintenant on parle de sobriété, c'est efficacité énergétique, c'est passage au renouvelable, c'est passer à la voiture électrique, électrification de tous les usages finaux. Ok. Bon, c'est tout un programme que vous menez donc chez Total d'abord, puis chez Tikeo. Donc Tikeo Capital d'ailleurs, qu'est-ce qui motive votre transition finalement de chez Total, où je pense que vous aviez quand même un impact et vous jouiez les devants de la scène dans cette transformation. Qu'est-ce qui motive cette transition? Et peut-être, je vais préciser ma question, est-ce que vous avez pensé au moment de faire ce choix que c'était une manière d'avoir encore plus d'impact dans cette transformation? Bon, ce qui motive le choix, c'est encore une fois l'opportunité. C'est-à-dire que là, en fin 2017-2018, il y a l'idée en réalité de lancer un fonds dédié à la décarbonation. Donc encore une fois, là, on est après le traité de Paris, donc tout le monde parle de climat, mais il n'y a pas encore à cette date de financiers qui sont réellement positionnés sur le sujet entre guillemets de manière un petit peu radicale, en disant je vais faire une stratégie dédiée à la décarbonation et voilà comment je vais implémenter ce que dit la science en réalité. C'est ça un petit peu ce qui a été fait au sein de Tikeo, et on parle de liberté effectivement, mais c'est la liberté d'appliquer ou de mettre en œuvre
ce que les scientifiques commençaient à indiquer, et en réalité les scénarios commençaient à être assez bien connus. L'Agence internationale de l'énergie commençait à travailler très sérieusement sur les scénarios de décarbonation. Le GIEC avait déjà fait plusieurs rapports, notamment des rapports sur les solutions. Et donc on voyait que directionnellement, quand même, on parlait d'investissements nécessaires qui étaient énormissimes, en tout cas un multiple de ce qui se faisait, que juste parler de renouvelables, c'était un petit peu limitant. On a toujours perçu en fait le passage de la transition énergétique comme j'arrête de faire du fossile pour faire des renouvelables. En fait, le fossile, comme les renouvelables, c'est juste un vecteur d'énergie. L'énergie, c'est ce qui sert à notre économie de fonctionner. Donc, si on passe du fossile en disant j'arrête le fossile sans passer par une période de transition, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on arrête notre économie. Donc là, on se retrouve dans le couple habituel où on dit ben voilà, socialement, c'est pas acceptable. Il va y avoir des phases en réalité de récession et tout le monde va être mécontent et les prix de l'énergie vont augmenter et on se retrouve socialement avec un monde qui est dysfonctionnel. Donc c'est pour ça que la transition est très très importante et à ce stade, ben, en fait, les recettes elles sont déjà connues. Avant tout, efficacité énergétique. En fait, aujourd'hui, c'était des slogans dont on parlait à l'époque, mais on dit ben, l'énergie qui est la plus utile est celle qu'on ne consomme pas. Ça, on va l'entendre aujourd'hui. Je crois même que le gouvernement reprend quasi mot pour mot en fait cette devise. Ensuite, une fois qu'on utilise cette énergie à bon escient et qu'on améliore son efficacité, donc en réalité, quand on a dit ça, ça veut dire qu'on augmente sa compétitivité. Hein. En réalité, utiliser moins d'énergie pour finalement avoir le même système productif, c'est améliorer la compétitivité du système. Donc en fait, on n'est pas en train de dégrader quelque chose à ce stade-là. Ensuite, il y a l'électrification en fait des usages finaux. Et ça, c'est en fait assez clé à comprendre. Aujourd'hui, quand on parle d'urgence climatique, c'est nos émissions de CO2. On a toujours une certaine forme de façon de se projeter dans le futur, d'imaginer que des technologies vont nous sauver, etc. Ce qui émet du CO2 aujourd'hui, c'est la base d'actifs existante. Et en fait, si on ne modifie pas cette base et si on ne réduit pas son empreinte carbone, elle continue à émettre du CO2. Et d'ailleurs, il y a des calculs qui ont été faits, et même si on arrêtait notre économie aujourd'hui, qu'on laissait toute notre base d'actifs, donc les bâtiments qu'on a, les usines, etc., et qu'on les laisse finir leur vie, on consomme quand même notre crédit carbone. Donc le sujet, en fait, n'est pas vraiment un sujet de tech ou de, comme on dit en anglais, les breakthrough technologies. Ça, c'est quelque chose qui nous amène à ce qu'on appelle la neutralité carbone à horizon 2050. L'urgence climatique, c'est comment on réduit l'empreinte carbone de notre système à horizon 2030. Et là, en fait, en réalité, on parle beaucoup de pénétration de low-tech. Et en fait, qu'est-ce que c'est cette low-tech ? C'est majoritairement arrêter l'utilisation de fossiles, ou plutôt la réduire, au travers du changement du fossile vers l'électrique. Donc, c'est plutôt que d'avoir une chaudière à fioul, avoir une pompe à chaleur. C'est plutôt que d'avoir des moteurs thermiques dans des voitures, c'est avoir des moteurs électriques. Plutôt que d'avoir en fait des chaudières à gaz dans des usines, encore une fois, c'est soit avoir des usines de biomasse, soit avoir des pompes à chaleur. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé ? On a transformé la demande en fossile en une demande électrique. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que l'électrique, on peut l'obtenir de façon bas carbone. Et donc ici, l'électrique, il peut venir du nucléaire ou de renouvelable de façon bas carbonée. Et donc on se retrouve avec finalement un système économique qui ressemble assez à celui dans lequel on vit. Et je dis pas qu'il faut pas le changer, mais je dis que ça c'est un petit peu hors d'atteinte pour quelqu'un qui fait de l'investissement et hors d'atteinte peut-être à un horizon de temps dont on est en train de parler. Donc là, on est réellement en mode comment j'arrive à réduire l'empreinte carbone du système. Et essayer de tout changer en même temps, c'est quasi impossible. Donc en fait, on le prend bout par bout. Et en fait, ces scénarios, ils sont assez clairement maintenant identifiés. Dans les derniers rapports, effectivement, du GIEC, notamment dans le rapport 3, qui se focalise beaucoup sur les solutions, il y a à la fois en fait une direction de qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est majoritairement du low-tech. En fait, pour les pays développés ou l'Europe et les États-Unis, on parle majoritairement de rénovation thermique du bâtiment. Donc c'est vrai que c'est moins sexy que de parler de technologies nouvelles ou d'hydrogène vert, etc. Mais on est en train de parler d'une thématique, on va dire, sur base mondiale. L'Agence internationale de l'énergie, elle nous dit qu'il faudrait investir 700 milliards par an dans la rénovation thermique du bâtiment. Tous les ans jusqu'à 2050. 700 milliards par an.
Aujourd'hui, le monde du fossile, je pense qu'il se situe en termes d'investissement par an entre 500 et 600 milliards. Donc il y a plus d'investissements à faire aujourd'hui dans la rénovation thermique du bâtiment, avec un besoin de financement qui n'est pas comblé, que ce qui se passe en fait dans toute l'industrie fossile. Donc voilà quelles sont les grandes thématiques finalement d'investissement si on veut le faire de manière pragmatique. Sachant que le bâtiment est quand même majoritairement privé et assez parcellisé, donc ça pose quand même un challenge sur la transformation de pays comme des pays d'Europe du Sud où il y a effectivement ce stock un peu de propriétaires. On a le choc qui s'annonce en France avec, je crois, 30% des résidences qui sont dites passoires thermiques. Donc comment est-ce qu'on force cette transformation en fait si jamais justement la propriété, donc la prise de décision est aussi parcellisée? C'est là où en fait, comme on le dit, le private equity, il a son rôle à jouer. Le private equity, qu'est-ce que c'est? C'est pour nous investir dans l'économie réelle. On investit majoritairement dans des PME et dans des entreprises de taille intermédiaire. Et en fait, on a un apporteur de fonds propres. Donc un apporteur de fonds propres, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui capitalise des chaînes de valeur. Donc effectivement, le bâtiment, c'est un cas qui est assez intéressant. Il va y avoir des locataires ou des propriétaires, par exemple dans une collectivité, qui vont avoir à faire de la rénovation. Si on leur demande de payer l'intégralité de leur rénovation, des fois ils n'ont tout simplement pas l'argent pour le payer, donc ils ne le font pas. Donc on se retrouve typiquement à Paris avec des gens qui vont voter un ravalement ou un changement de toit parce qu'il faut faire un ravalement, un changement de toit, et qui vont ne pas en profiter parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour, par exemple, investir dans un nouveau système de chauffage, de la régulation ou bien tout simplement de l'isolation. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on investit dans des sociétés. Donc typiquement, on avait investi dans une société qui s'appelait Groupe Rouillon, qui faisait de la rénovation du bâtiment de manière générale. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on rénove un bâtiment à Paris, c'est une opportunité tous les 40 ou 70 ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à ouvrir un bâtiment pour faire en fait de la rénovation thermique du bâtiment. Par contre, quand on rénove un bâtiment, on partait du principe qu'il fallait le faire. Et donc là, en fait, nous, on capitalise les sociétés. Si jamais les gens ne peuvent pas en réalité payer ça au travers de tout simplement de leurs travaux, on va avoir des structures qu'on va mettre en place où finalement, nous, on va investir sur le bilan de l'entreprise et ensuite, on va faire des contrats à long terme, typiquement de partage de l'énergie ou de choses qui ressemblent à du leasing, parce que finalement, c'est une fraction pas si importante que ça de l'intégralité de la facture de rénovation. Typiquement, on peut dire que dans une rénovation complète, peut-être que l'efficacité énergétique, c'est 10% de la facture. Par contre, une fois qu'on a fait une rénovation énergétique complète, on peut baisser jusqu'à 40% l'empreinte carbone en fait, d'un bâtiment. Et là, on n'a pas détruit et reconstruit un bâtiment, ce qui émet beaucoup de CO2 au travers de ciment. On a en fait rénové un bâtiment, on a réduit son empreinte carbone de 40% sur quelque chose typiquement à Paris, quand on revient encore une fois très pragmatique. Si on veut faire de la transition énergétique à Paris, 46% des émissions de CO2, c'est le chauffage du bâtiment à Paris. Après, c'est le transport. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'industrie, donc il n'y a pas beaucoup d'agriculture non plus à Paris. Donc en fait, l'empreinte carbone de Paris, c'est majoritairement du chauffage du bâtiment et du transport. Et des fenêtres isolées. Voilà, donc en fait, c'est changer des fenêtres, changer des portes, mettre des pompes à chaleur, réguler et mettre de l'isolant. Voilà, une fois qu'on a fait ça, en fait, en réalité, on est en train d'agir sur le levier le plus pragmatique qu'on peut mettre en œuvre le plus rapidement possible à chaque fois que l'opportunité se présente. Et tout ça, on l'a transformé en un coût pour le consommateur final, en réalité quelque chose qui est maintenant plutôt une économie, puisque finalement il va payer moins cher sa facture énergétique. Et nous, en tant qu'investisseurs, on investit dans une société qui, elle, est sur un segment en croissance très forte. Et typiquement, cette société, on l'a conservée 3 ans. On a participé à développer à la fois ses business et en même temps, on a fait plusieurs opérations comme dit build-up, donc d'acquisition d'autres sociétés. On a multiplié par 2 sa taille et donc on sort avec 25% de rendement dans cette société. Donc en fait, c'est du gagnant, 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 je dirais. Très intéressant. Et donc, on a répondu et on a devancé à certaines questions. Pour revenir à ma question introductrice de cette partie, c'était vous qui rejoignez donc Tikeo. Et je pense que c'est intéressant parce que la fonction qui vous est attribuée, c'est une fonction assez originale pour un fonds de private equity. Généralement, on parle souvent en lettres, MD, VP, un peu de jargon qu'on expliquera par ailleurs. Là, vous rejoignez Tikeo avec ce type de titre, mais également une fonction, je crois, de Co-Head of Climate, c'est ça? Donc, il y a quand même une intention forte de la part du groupe quand vous les rejoignez sur ces thématiques-là. Et Co-Head, ça veut dire qu'il y avait déjà un préexistant? C'est-à-dire que
nous, on aime bien travailler tout le temps en partenariat ici. Donc, en fait, déjà, on aime bien les partenariats entre nous, la finance, et puis le monde des industriels, et puis aussi les institutions publiques. Après, en fait, on part aussi du principe que pour réussir à faire des choses nouvelles, il faut mixer les expériences. Donc moi, j'ai une expérience en réalité d'industriel et d'énergéticien d'une vingtaine d'années, en allant jusqu'à l'opération en fait d'entités, et puis de la compréhension des flux physiques énergétiques en réalité du monde. Et effectivement, j'ai rejoint Tikeo pour travailler en partenariat avec Mathieu Bajek, qui lui en fait est un investisseur, alors qui est aussi passé par la CRE et la Commission de régulation, qui a fait plusieurs investissements en fait dans les renouvelables. Donc en fait, on a des parcours un petit peu parallèles sur des mondes différents. Lui dans l'investissement, moi dans l'industrie. Et donc c'est là qu'on se rejoint pour construire finalement ce fonds qui est intégralement dédié à la décarbonation, qui utilise en fait nos expériences passées individuelles pour en faire quelque chose qui fait sens, et puis après construire une équipe à partir de ça. Donc effectivement, quand on est parti en 2018, on avait déjà d'une part des gens qui étaient là pour lancer le fonds, hein. Donc Tikeo Capital a mis 100 millions d'euros dans le fonds pour le lancer, Total Energy a mis aussi 100 millions, et après l'idée c'était de l'ouvrir en fait à toutes les parties prenantes qui sont les investisseurs institutionnels et aussi les gens du retail en fait, rentrer dans ce fonds-là et d'en faire quelque chose de plus grand. Alors si on regarde maintenant la photographie finalement après un peu plus de 4 ans, ce fonds, il gère 1,4 milliard. Je vais vous parler du fonds T2, qui est le premier fonds de transition énergétique que vous avez lancé, qui était le premier, je crois, et qui est le premier en termes de capitalisation en Europe. C'est ça, hein? Oui, alors c'était effectivement le premier intégralement dédié à la décarbonation et la transition énergétique. C'est un fonds qui avait initialement la volonté de lever 750 millions d'euros, qui était déjà en fait énormissime à l'époque. Surtout pour du private equity, hein. On ne parle pas de fonds d'infrastructure qui finalement peuvent se retrouver avec des montants qui sont faramineux parce qu'on investit directement dans les actifs. Là, on investit au sein des entreprises pour renforcer leurs fonds propres. Je pense que déjà, lorsqu'on l'a lancé initialement avec 200 millions d'euros, on était déjà certainement le plus gros fonds dédié peut-être de la place. Après, effectivement, le Covid a accéléré aussi un petit peu la dynamique parce que les gens ont commencé à se rendre compte que finalement la thèse qu'on avait, qui était une thèse finalement de résilience, elle n'était pas si idiote que ça. Et puis là, effectivement, maintenant, avec la situation géopolitique, on a encore une accélération des demandes. Ce fonds, finalement, finit à 1 milliard en tant que fonds. Après, il y a eu des véhicules de co-investissement qui l'amènent à environ 1,4 milliard. Ce qui en fait effectivement aujourd'hui le fonds actif le plus gros du domaine. On a fait 10 investissements à date, on va certainement faire un 11e, ce qui nous approche à environ 1 milliard d'investissements dans la chaîne de valeur en Europe, ce qui est effectivement énorme. Et comment on arrive depuis Paris, je l'ai dit en introduction, qui n'est pas la première place financière mondiale, à faire le premier fonds de transition énergétique, et qui on convainc finalement pour venir le constituer, parce qu'un fonds finalement est composé de ceux qui le financent. Donc vous avez listé Tikeo, vous avez listé Total, et j'imagine qu'il y a des acteurs qui ne sont pas tous européens aussi. Comment est-ce qu'on arrive à devenir finalement le référent sur ce sujet-là ? Alors déjà, c'est vrai que quand on a un motto au sein de Tikeo qui dit « Create, don't compete ». Donc en fait, on est effectivement plus dans la création. Alors effectivement, ça s'accompagne avec un alignement d'intérêt assez fort, parce que si on invente des choses aux dépens de nos investisseurs ou si ça tient pas debout, c'est assez peu sensé. Donc en fait, le fait d'être créatif s'accompagne de l'alignement d'intérêt qu'on a qui est excessivement fort. Donc déjà, ça permet entre guillemets de crédibiliser la démarche. Donc en fait, comment on y arrive ? Quand on se lance, déjà, on part lancé avec une structure, une infrastructure qui est celle de Tikeo. Tikeo, en 2018, est quand même déjà une société de gestion assez conséquente. Alors, depuis, en fait, l'infrastructure a encore très fortement grossi. Mais déjà, à l'époque, c'était très solide en tant que plateforme. Derrière, il y a un partenaire industriel, en fait, qui crédibilise et qui, finalement, attire l'attention. C'est-à-dire que là, on va, dans un premier lieu, parler avec des institutionnels. Et eux se disent, bon, d'accord, alors il y a la plateforme Tikeo, on sait qu'ils font des bons investissements. Il y a un industriel en fait qui est en train de faire sa transition aussi. On aimerait en savoir plus. Et finalement, là, effectivement, l'objectif pour nous, c'est de trouver, moi, ce que j'appelle les agents du changement. À l'époque, un agent du changement, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation qui peut avoir pris un biais stratégique en se posant la question de
qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le climat? Et c'est vrai qu'en 2018, les gens commençaient à se poser la question, mais il y avait beaucoup, en fait, dans la levée de fonds, de partage d'informations, qui est pourtant une information publique, celle du GIEC, mais en fait mise sous un format avec une durée de temps qui permet aux gens d'appréhender, en fait, d'une part, les risques auxquels on fait face collectivement, mais d'autre part, pourquoi c'est une opportunité d'investissement, en fait, énormissime, et pourquoi elle est complètement time to market. Et là, effectivement, il y a des gens qui, assez tôt dans le processus, et des gens de renom, hein. Enfin, je veux dire, il y a BPI France qui était là dès les premières heures, il y a Groupama aussi, il y a la CNP qui était derrière. En fait, quand on commence à avoir des institutionnels de renom associés à un fonds souverain, et voilà, on arrive à faire notre premier closing fin 2018 avec 350 millions d'euros, et on fait le premier investissement dans quelque chose qui est assez emblématique. C'est une société qui s'appelle GreenYellow, qui faisait à la fois du solaire, de l'efficacité énergétique, qui commençait à mettre des bornes de recharge en fait dans des supermarchés, et donc qui reflétait assez bien en fait ce qu'on voulait faire en fait en réalité sous les trois angles qui étaient efficacité énergétique, pénétration des renouvelables, pénétration de la mobilité électrique. Et tout ça dans une société avec finalement une taille d'investissement qui était assez grosse, parce qu'à l'époque c'était un ticket qui était de 150 millions d'euros, une augmentation de capital qu'on fait aussi avec BPI France. Et donc là, on arrive à quelque chose qui crédibilise et qui tout d'un coup cristallise le fait que l'idée qu'on a, c'est pas qu'une idée, que le marché il est là, que la profondeur de marché elle est là, et qu'il y a plusieurs acteurs en fait qui sont des asset managers, des industriels, des souverains et des institutionnels qui se mettent autour d'un sujet et qui ont envie en fait de le faire avancer, et que en réalité, il y a aussi de l'autre côté des entreprises qui sont en attente de ces capitaux. Ok. Les clés de ce succès finalement, ou le clé du démarrage, c'était le create, don't compete, donc de faire en fait tout de suite, de démontrer qu'il y avait un marché avec cette première acquisition de GreenYellow, et de démontrer aussi que vous aviez la capacité d'attirer des gros institutionnels, que ce soit français ou internationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le passif, si je puis dire, de T2, il y a des gros investisseurs qui sont, par exemple, américains ou étrangers, qui seraient intéressants de connaître? Oui, alors en pratique, aujourd'hui, il y a 45% des investisseurs qui sont hors France. Et effectivement, il y a des Américains. Donc, il y en a un qui est connu, c'est les fonds de pension de la mairie de New York. Okay. Et donc ça, c'était un sujet encore assez intéressant. Quand je reviens sur le concept d'agent du changement, en fait, Bloomberg avait mandaté ses fonds de pension, à l'époque il était maire, en disant voilà, en fait, les fonds de pension de la mairie de New York vont faire de l'investissement climatique. Et donc les équipes qui sont en charge de la sélection des fonds pour les différents fonds de pension de la mairie de New York, donc il va y avoir les policemen, les firemen, les teachers, etc., étaient en train de chercher en fait des fonds climatiques, donc qui sont finalement un peu en avance de phase. C'est assez intéressant et c'est assez contre-intuitif parce que après il y avait quand même Trump au même moment, etc. Donc on pouvait plutôt penser que l'environnement n'était pas propice à ça. Et effectivement, ils ont screené beaucoup de fonds. Donc, je sais qu'on était au travers d'un process où ils ont screené 54 fonds et ils ont décidé d'investir dans notre fonds parce que c'était celui qui avait une approche en réalité très liée avec ce que nous dit de faire le GIEC en termes d'investissement et l'Agence internationale de l'énergie, parce que finalement, le fonds qu'on a, c'est de l'investissement financier, mais c'est backupé par de la science et c'est implémenté aussi par pas mal d'ingénieurs en fait dans l'équipe. Donc il y a une certaine forme de suivi de ce qui est censé être fait qui est complètement aligné avec les objectifs du traité de Paris. Donc effectivement, on a eu ces investisseurs qui sont rentrés dans le fonds. Une approche assez pragmatique et scientifique. Donc dans le fond, ce que je trouve intéressant, et effectivement, quand on vous écoute, on pourrait hocher la tête et poursuivre. Je pense que vous êtes revenu à 2 reprises sur cette notion d'agent du changement. Moi, elle me convainc plutôt. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une approche peut-être plus émotionnelle de la transformation climatique et qui vont considérer que des acteurs qui sont des agents du changement, qui sont par exemple des anciens pétroliers ou d'autres activités qui sont assez énergivores mais qui mènent cette transformation et qui parfois produisent de l'énergie, sont contradictoires. Et donc, dans le débat, et notamment dans le débat qui oriente les épargnants vers ces questions-là,
il y a vraiment cette scission, je trouve, entre agent du changement et vertu absolue. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis assez précis ou pas? Oui, alors, nous, on fait ni de politique ni d'idéologie. Donc en pratique, on part de la photographie d'aujourd'hui. La photographie d'aujourd'hui, c'est un monde qui fonctionne holistiquement avec 75 à 80% d'énergie fossile. Et on regarde la photographie à horizon 2050, telle que identifiée par le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie, qui se focalise un petit peu sur le domaine énergétique, qui mène finalement à avoir un monde qui arrive à réduire en réalité sa dépendance aux fossiles de 80 à 30%. C'est ça la transition. Donc en réalité, il n'y a pas de positionnement absolu à avoir. Et donc la neutralité carbone, qu'est-ce que c'est? C'est deux grands piliers fondamentaux. Un, comment j'arrive à investir dans mon économie pour réduire son empreinte carbone. Et effectivement, dans ces éléments-là, il y a des choses qui sont très complexes à gérer, qui vont être liées avec des politiques énergétiques étatiques aussi, sur lesquelles nous, en tant qu'investisseurs, on n'a pas de levier. Quand on parle, par exemple, d'annuler l'utilisation de charbon, c'est au pays aussi de prendre leur décision de sortir du charbon, etc. Nous, en tant qu'investisseurs, c'est pas vraiment un sujet parce que chez Tikehau, on n'y est pas du tout et on fait pas du tout de l'investissement en réalité dans les fossiles. Donc, il n'y a pas de sujet au sein de notre politique d'exclusion. Mais par contre, je comprends très bien que pour des gens qui ont ça dans leur portefeuille, c'est assez difficile d'en sortir. Et s'ils en sortent, en fait, ça ne veut pas dire que l'objet n'existe plus. Mais pour faire assez simple, on va pas réussir en fait du jour au lendemain à arrêter tout simplement les fossiles aujourd'hui, et c'est pour ça que ça s'appelle la transition énergétique. Et donc le sujet pour nous, c'est comment on finance cette transition-là. Et le financement de cette transition-là, c'est d'aller d'un point B à un point A. Et le point B, c'est aujourd'hui 80% de fossiles dans notre pool. Le point A, c'est 30%. Et entre les deux, c'est maintenant, ça revient sur le sujet médiatique, c'est la sobriété. Donc finalement, la juste utilisation de l'énergie pour un usage en fait qui est raisonnable. Et c'est encore une fois, c'est pas vraiment une question d'investisseur, c'est des changements socio-culturels. Il y a peut-être 2 ans, il aurait été inaudible de dire aux gens qu'il faut limiter leur vitesse à 110 sur l'autoroute ou à 90 parce que ça consomme moins d'essence. Peut-être inaudible pour des gens de dire il faut baisser votre thermostat, etc. Aujourd'hui, ça l'est, et ça a des effets qui sont assez forts. C'est l'efficacité énergétique, et encore une fois, c'est l'électrification en fait des consommations finales qui va augmenter la demande énergétique en électricité et réduire celle en fossile. Et c'est là qu'en fait le pivot se réalise. Et puis après, il y a des changements économiques qui sont à voir aussi avec de l'éco-conception des produits, le recyclage des matières qui sont utilisées pour finalement réduire notre empreinte de manière plus générale écologique. Ok. Et donc merci beaucoup pour cette réponse. Si je me mets dans la peau d'un investisseur maintenant, et que j'écoute ce que vous me dites, donc financer finalement ces agents du changement, c'est quoi mon focus? Comment est-ce que j'arrive à prioriser? Parce qu'on parle de ESG, on parle d'impact, on parle d'environnement, on parle de normes, etc. Si j'ai envie de me dire, ok, d'un point de vue pragmatique et scientifique, ce qui est votre approche, où est le focus aujourd'hui dans le financement de cette transformation énergétique? Est-ce qu'il y a une hiérarchie en fait, ou une priorisation? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une hiérarchie ou une priorisation. Par contre, il y a pour moi 3 grands thèmes fondamentaux qui vont s'imposer à nous en tant qu'être humain en fait en réalité. C'est effectivement la transition énergétique et la capacité à fournir de l'énergie pour tous. Donc la sécuriser, c'est la sécurisation aussi de notre chaîne alimentaire, et c'est la préservation de nos infrastructures. Donc en réalité, nos infrastructures telles qu'elles existent, elles fournissent une façon de vivre, elles nous fournissent de l'accès à de la santé, à de l'éducation, à de la sécurité, etc. On le sait au travers de ce que nous dit le GIEC, plutôt les rapports 1 et 2 qui sont en train de regarder plutôt les risques de manière irrémédiable. En fait, ces infrastructures vont être soumises à des risques physiques, climatiques, qui sont liés finalement
à ce qu'a émis l'homme dans le passé en termes d'émissions de CO2 et ce qu'il va continuer à émettre actuellement. Donc ça, c'est assez précisément décrit. On sait que ces choses-là, en fait, vont se matérialiser et on l'a vu cet été. Ça s'appelle de la sécheresse, ça s'appelle des tempêtes, ça s'appelle des feux, etc., etc. Donc, il va falloir protéger nos infrastructures si on veut maintenir en fait un socle social qui fonctionne. Le FMI, il estime qu'il faut investir 6 000 milliards par an. La transition énergétique, on en a parlé, la décarbonation, ça aussi, c'est estimé à environ 6 000 milliards par an. Sur ce pot-là, finalement, on est sur le segment, je dirais, le plus avancé, parce qu'on est déjà en train d'investir 1 500 milliards par an ou plus dans la transition énergétique et la décarbonation de notre économie. Ça ne veut pas dire que c'est assez, il faut multiplier par 4 ou par 5. Dans le premier segment, je ne suis pas capable de l'estimer. J'ai l'impression qu'on investit finalement assez peu dans la protection de nos infrastructures. On est plutôt réactif. Les choses se cassent, on va les reconstruire. Et puis après, il y a là, effectivement la transition de notre chaîne alimentaire qui passe au travers de la transition agricole, où là, on va, je pense, être assez rapidement face, entre guillemets, du risque physique alimentaire au travers d'une agriculture en fait qui s'est fait complètement au détriment du sol et qui elle aussi en fait est en réalité très dépendante du fossile. La mécanisation des années 50, c'est passer d'un système qui fonctionnait beaucoup avec du travail humain et du travail de bêtes et d'une autoconsommation des humains à beaucoup de mécanisation au travers de tracteurs et de fertilisants. Aujourd'hui, quand on regarde la chaîne globalisée alimentaire, il faut utiliser 7 calories de fossiles pour produire 1 calorie en fait alimentaire. Donc on va bien dans un monde, même dans un monde en fait où on atteint le peak oil, ça aussi c'était un sujet, en fait c'est pas très résilient. Donc en fait on passe d'un monde en fait qui était globalisé, qui partait d'un postulat de base qu'on est dans un monde qui est devenu stable géopolitiquement, et donc on a optimisé nos chaînes de supply. Et en fait, on pensait pas avant le Covid qu'une pandémie reviendrait. On pensait pas avant la crise russe et ukrainienne qu'en fait on pourrait être dans des situations de guerre telles qu'on le vit. Et donc ces deux éléments en fait nous ramènent au fait que en fait notre système globalisé, il était très efficace mais très peu résilient, et qu'aujourd'hui en fait on revient à quelque chose qui est peut-être plus multilocal. Je dis pas que la globalisation c'est fini, mais on voit bien qu'il y a quand même pas mal d'idées de relocalisation de chaînes de valeur critiques, de sécurisation en fait de son énergie et de son alimentation, de préservation en fait de son socle social pour qu'il continue à fonctionner, et ça c'est finalement beaucoup plus de résilience. On s'aperçoit que ce qu'il faut faire pour rendre notre système résilient, c'est en réalité ce qu'il faut faire pour le climat. Très intéressant, ça me rappelle le livre de Yuval Noah Harari, je ne sais pas si vous l'avez lu, plus de pandémie, plus de famine, plus de guerre. C'était écrit il y a quelques années, c'est un peu trompé, mais assez intéressant comme postulat. Donc si je récapitule les 3 thèmes quand même, c'est infrastructure, agriculture et transition énergétique, mais qui est finalement la mieux financée, c'est ce que vous disiez. Donc très intéressant sur ces thèmes. Maintenant, quand on parle d'investissement dans la transition énergétique, pour beaucoup, ça veut surtout dire sobriété, ça veut surtout dire fonds publics, ça veut pas souvent dire rentabilité. Vous êtes dans une maison qui est quand même connue pour sa capacité à générer de la performance sur toutes les classes d'actifs d'ailleurs. Donc comment est-ce que c'est compatible finalement ces deux thèmes? Vous arrivez à les faire cohabiter? Si vous arrivez à les faire cohabiter, comment est-ce que vous faites ça? Aujourd'hui, on est quand même entre guillemets au time to market. C'est-à-dire que vouloir faire de la transition énergétique au moment où la matérialisation du risque physique climatique se matérialise pas en 2000 ou en 2010, peut-être que ça va pas amener à faire du rendement. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui s'est passé avec la première vague entre guillemets de clean tech, et puis après une bulle qui s'est formée et puis qui s'est dégonflée. Aujourd'hui, encore une fois, si on suit la science, on sait assez précisément ce qui va se passer ces 10 prochaines années. On sait assez précisément où est-ce qu'on est en 2030-2035, et on sait qu'on va commencer à stresser assez fortement notre système d'un point de vue énergétique et agricole. Voilà. Tout ça, c'est accéléré par des choses, ou plutôt entre guillemets, pour moi, la pandémie comme la situation géopolitique actuelle, c'est juste une avance rapide sur ce que serait le monde en fait en 2035. Donc en fait, investir maintenant en prévoyant le monde de demain, ce qui
et dans des horizons de temps qui sont compatibles avec nos horizons d'investissement. Nos fonds, c'est des fonds qui font 10 ans, qui font 12 ans, voire 15 ans pour le fonds d'agriculture régénératrice qu'on lance. Donc en fait, dans notre spectre d'investissement, lorsqu'on est en 2022, 2030, il est déjà là, donc on l'a en tête. Là, on a en plus de ça une accélération au travers des systèmes enfin plutôt des événements qui se produisent. Donc la performance, elle est là tout simplement parce que ces éléments se produisent et que de manière irrémédiable, la science nous dit qu'effectivement, on va avoir un problème et des catastrophes en fait climatiques qui vont se matérialiser, des catastrophes aussi agricoles. Et donc, le marché va commencer tout simplement à les analyser. Et d'ailleurs, en fait, la régulation est en train de changer. Donc, quand on parle de TCFD ou de choses comme ça, on demande finalement à tous les acteurs de la finance à commencer en fait à mesurer leur risque climatique, chose qu'ils faisaient pas forcément en fait. TCFD, ce que ça veut dire. C'est de la régulation en fait qui dit en tant qu'investisseur c'est quand même bien que vous regardiez en fait votre risque climatique. Si vous investissez dans un bâtiment et que ce bâtiment en fait est dans une zone inondable à venir ou dans une zone à feu à venir dans les 5 ou 10 prochaines années, c'est pas mal que vous posiez la question aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas en fait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais une fois qu'on dit ça, en fait tout le monde s'en rend compte et donc en fait nous comme on est dans des stratégies qui visent à répondre à toutes ces problématiques, en fait on est apporteur de solutions pour tout cet environnement. Et donc effectivement aujourd'hui on répond à un besoin de financement d'entreprises qui décarbonent notre système, qui le protègent ou qui font pivoter l'agriculture, au moment où en fait tout le monde le demande de plus en plus, et au moment où il y a un déficit très fort d'investissement. Donc on se retrouve avec beaucoup de demandes, avec peu d'investissement, donc ça a tendance finalement à faire croître nos marchés. Et quand je dis, on fait de l'investissement de croissance, donc on apporte des capitaux à des mondes qui sont en croissance. Donc on n'est pas sur des gâteaux qui se restreignent en essayant de prendre la part de marché du voisin. On est sur des gâteaux qui sont en train de grandir. Et là encore, il faut mesurer de quoi on est en train de parler. Quand on est en train de dire 6 000 milliards d'investissements, on est dans une économie globale qui fait 80 000 milliards, c'est pratiquement 10% du PIB mondial qui devrait être dédié en fait à la transition. On fait 1 500 milliards. Il faut multiplier par 5. Donc en fait, on est en train de faire de l'investissement de croissance dans quelque chose qui va avoir une part du gâteau qui va croître énormément. Et après, effectivement, il y a ce biais en fait du public doit le financer. Le public, au final, ça se finance au travers de la taxe. Donc on le sait très bien, on peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait actuellement. Donc ça serait un rééquilibrage. Et après, au final, la taxe, ce n'est qu'une partie de l'économie. En fait, la vraie dry powder, comme on l'appelle, elle est dans l'épargne mondiale. Et en fait, l'épargne mondiale, aujourd'hui, il y en a énormément. Sur les classes d'actifs sur lesquelles on est en train de parler peut-être de 120 000 milliards d'euros d'épargne mondiale, alors que l'économie, enfin le PIB mondial est de 80 000 milliards. Et donc là, quand on revient sur les ordres de grandeur, encore une fois, si on, entre guillemets, tous les gens qui ont de l'épargne, donc c'est les fonds souverains, c'est les high net worth individuals, comme on les appelle, ça va être les compagnies d'assurance, les fonds de pension, s'ils réallouaient collectivement, en réalité 3% de leur épargne, du stock d'épargne qu'ils ont tous les ans à la transition énergétique, en fait, on comble intégralement les besoins d'investissement de la transition énergétique elle-même. D'où, en fait, l'importance du financement privé. Et ça, c'est identifié aussi, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC et c'est l'Agence internationale de l'énergie. Ils disent entre 70 et 80% des besoins de financement viendront du privé. Le public, il est là pour initier, il est là aussi pour créer, en fait, un cadre qui est fonctionnel. C'est ce qui s'est passé par exemple en Europe quand on a fait le plan Fit for 55 qui visait à diviser par 2 les émissions de CO2. 3 grands axes, pour le coup, qui sont très alignés pour la première fois avec le traité de Paris. Réduction de 40% de notre consommation d'énergie au travers de l'efficacité énergétique. Montée de 40% de la production d'énergie en Europe au travers des renouvelables et tout simplement une interdiction pure et simple de l'utilisation des voitures hybrides et fossiles à horizon 2035. En fait, on voit bien, quand on regarde notre stratégie au sein du premier fonds qu'on a lancé en 2018, c'était quoi? Efficacité énergétique en premier lieu, renouvelable et mobilité bas carbone. C'est exactement les 3, on va dire, piliers de ce qui s'est passé en Europe. Chose qui s'est très fortement accélérée en fait avec la crise russe, puisqu'il y a un nouveau plan qui s'appelle Repower EU qui a été mis en place, qui est en fait une accélération du plan précédent et un vote aux commissions européennes qui a déjà validé ces 3 grands piliers.
alors qu'on pouvait s'attendre à des années de discussion entre États membres. Mais en fait, la réalité, c'est que le contexte géopolitique a accéléré le plan initial d'au moins 3 ans, et que tout le monde en fait est en train de se repositionner dessus parce que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour avoir une économie fonctionnelle. Ok. Et juste pour revenir à la performance, est-ce que vous la chiffrez, les objectifs de performance, ou vous indiquez des objectifs de performance à vos investisseurs, ou est-ce qu'aujourd'hui ils se contentent de la Non, mission? la performance, en fait, aujourd'hui, comme on dit, la performance n'est pas au détriment de l'impact, c'est l'inverse. C'est l'impact qui drive la performance. J'aurais tendance aujourd'hui qu'on pourrait être quand même amené même à avoir éventuellement de la surperformance, parce que quand on fait de l'efficacité énergétique ou qu'on produit de l'énergie dans un monde où tout d'un coup l'énergie est devenue très chère, en fait on est directement lié à l'inflation entre guillemets sur la source de nos revenus. Donc nous on fait du private equity classique, du private equity de croissance. La norme de marché c'est de faire 25% de TRI. Et en fait, je pense que notre qualité, c'est d'avoir des fonds thématiques qui savent bien valoriser le time to market et donc effectivement de délivrer cette performance. Et donc sur nos deux premières sorties, en fait, effectivement, Green Yellow, qui est une sortie partielle, on va réinvestir dedans parce qu'on pense qu'il y a encore beaucoup, on aimerait accompagner la croissance encore plus longtemps, et Groupe Rougnon, on est entre 20 et 25% de TRI. Ouais. TRI, c'est rendement moyen annualisé. D'accord, donc c'est des performances très importantes. En tant que particulier, nos clients nous sollicitent beaucoup pour avoir des solutions vertes, que ce soit sur les sujets immobiliers, marché financier ou private equity. Le private equity, c'est quand même la classe d'actifs un peu mystique, un peu excluante, mais qui quand même suscite beaucoup d'intérêt. Comment est-ce que moi, particulier, j'arrive à investir avec vous, Pierre Abadie? Est-ce que c'est possible déjà, ou est-ce que ce sera possible demain? Alors, c'est vrai que nous, on a à la base des fonds qui sont là pour des institutionnels. Donc habituellement, ça va être des compagnies d'assurance, des fonds de pension qui vont investir des tickets minimum de 5 millions, qui peuvent aller jusqu'à 100 millions ou plus. Après, c'est vrai qu'il y avait une volonté de notre part d'ouvrir le fonds au retail, d'une part parce que il y a beaucoup d'épargne dans le retail et justement, elle recherche à avoir accès à cette classe d'actifs. On dit c'est la classe d'actifs un peu mystique. Mais pour moi, c'est la classe d'actifs qui est la moins mystique. On investit dans des PME et 2 ETI, donc en fait, c'est très réel ce qu'on est en train de faire. Enfin, je veux dire, on est en train d'être. Et en même temps très fantasmé, c'est ça qui est intéressant. Mais on est directement au bord d'entreprise, on sait très précisément ce qu'elles font. Les équipes d'investissement qu'on a, on a une quarantaine d'investisseurs maintenant en Europe, sont en contact quasi journalier en fait avec toutes les entreprises. On les aide directement dans leur croissance. Donc en fait, on n'est pas dans quelque chose, on va dire, d'un peu holistique et on ne sait pas trop où ça mène. En fait, on participe complètement à la création de valeur. Donc là, on a fait 2 choses. On a fait, c'est vrai que sur ce fonds-là, on avait fait le premier LTIF, donc European Long Term Investment Fund, qui finalement ouvre la capacité à des individuels à investir dans le fonds. Et donc là, on l'avait fait en partenariat avec Banca March, qui est une banque espagnole, et qui finalement a levé plus de 60 millions d'euros avec effectivement des tickets moyens plutôt de l'ordre de 150 000 euros. Et après, en fait, on a fait quelque chose d'aussi un peu particulier où on a travaillé avec la CNP, qui était finalement une compagnie d'assurance qui était là, enfin un agent du changement, et c'était là dès les premiers jours à nos côtés. On a décidé d'aller un cran plus loin en disant comment on pourrait ouvrir ça en unité de compte. Donc la loi Pacte, entre-temps, avait changé et permettait de le faire. C'était pas très simple non plus parce que l'unité de compte et l'assurance vie, c'est quand même quelque chose qui doit créer de la liquidité. Et par construction, en fait, les fonds de private equity sont des fonds qui sont pas liquides. Il faut aussi que ça soit entre guillemets du paid-in capital, donc il faut tout payer. Donc on a créé un véhicule spécifique dédié dans lequel on gère la liquidité, on gère les appels de fonds nous-mêmes, et en fait la CNP a pris sur son bilan un engagement dans le fonds, et en fait en fonction des assurés vie qui rentrent, c'est eux qui gèrent sur leur bilan en fait la liquidité qui est nécessaire pour faire ce fonds. Donc là, en fait, ce fonds-là, il est accessible à partir de 15 000 euros pour des individuels. Donc on a quand même réussi pour une part significative finalement du fonds. Donc sur ces deux éléments, en fait, on a effectivement une centaine de millions d'euros qui a été levé. Et puis après, c'est vrai qu'on a des family office ou des familles qui rentrent. Alors ils sont organisés eux-mêmes.
mais qui rentrent directement dans le fonds parce qu'ils savent le faire aussi. Ok, effectivement, on voit quand même qu'une partie de la solution est dans l'épargne globale. Donc on espère qu'il y aura de plus en plus d'initiatives comme celle que vous avez déjà lancée pour nous permettre à tous de financer cette transition. Avant de conclure et de vous laisser tranquille, peut-être quelques mots sur aussi vous, comment vous vivez la transformation énergétique et toutes ces questions à titre personnel, parce que vous avez une histoire assez singulière. Je crois que vous vivez dans une ferme, c'est bien ça ? Ouais, alors effectivement, je vis dans une ferme. Donc en fait, ma vie professionnelle, c'est une vie qui est liée au monde énergétique et sa transition. Donc ça fait 20 ans. Et c'est vrai que moi, mon grand-père était agriculteur et ma femme elle-même est agricultrice et maraîchère. Donc en fait, je vis effectivement dans une ferme d'ailleurs qui a été rénovée avec le temps et d'ailleurs de manière assez drôle, des équipements pour la rénover proviennent de sociétés dans lesquelles j'ai investi après. Donc quand les équipes me demandaient est-ce que c'est de la transition énergétique, oui effectivement. Donc on a investi dans SETI par exemple, qui a fourni ma porte et mes fenêtres. Et aujourd'hui je vis dans une ferme effectivement qui fait de l'agriculture régénératrice. Donc on a aussi un fonds d'agriculture régénératrice qui a été lancé pour mettre à l'échelle en fait ces choses-là. Quand les gens ils me demandent comment est-ce que tu sais que ça fonctionne, tout simplement je le vis. Et ça c'est finalement je dirais qu'un des plus grands luxes que je puisse avoir, c'est effectivement avoir de la nourriture qui est créée par ma femme, mais qui est pas du tout empoisonnée. Donc il y a aucun intrant chimique, etc. Et en fait ça c'est, je trouve un luxe qui est assez fort à avoir. Pouvoir nourrir mes enfants avec ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et en fait, je me dis que si on arrivait à mettre ça à l'échelle de la même manière qu'on a commencé à mettre la transition énergétique à l'échelle et en faire bénéficier beaucoup de gens, ça pour le coup c'est pas mal. Et donc là, on a aussi un gros levier à travailler. Si vous voulez, de manière générale, en fait, il y a deux gros leviers pour atteindre la neutralité carbone. Il y en a un, c'est réduire l'empreinte carbone de notre système économique, mais en fait, on n'est que défensif, c'est-à-dire que notre système économique extrait des ressources naturelles pour en faire des choses qu'on aime bien utiliser. Donc on ne peut que réduire son empreinte. En fait, il faut essayer de revenir dans les limites planétaires. C'est un petit peu ça la durabilité en fait de notre système économique. De l'autre côté, il y a le résiduel, notamment au niveau des émissions de CO2. Comment on fait pour arriver à la neutralité carbone ? Il faut le capturer. En fait, la capture de CO2, c'est pas en réalité beaucoup de la tech, c'est beaucoup de la nature. Et ça s'appelle soit des arbres, soit du sol, soit de l'océan. Les océans, ils sont très acidifiés, donc il faut pas trop. C'est vrai que les arbres, aujourd'hui, on est plutôt dans un processus de déforestation nette aux bornes de la planète, donc on est plutôt un émetteur net. Donc le seul endroit qui reste, c'est le sol. Et en fait, qu'est-ce qui rapporte du carbone au sol ? C'est la façon dont on gère son agriculture. D'où le concept d'agriculture régénératrice. Faire en fait une nourriture saine, c'est en fait avoir des sols vivants. Avoir des sols vivants, c'est finalement avoir un fonctionnement normal de ces sols et de leur ramener beaucoup de biomasse. La biomasse, qu'est-ce que c'est ? C'est du carbone. Et donc en fait, plus on apporte du carbone au sol, plus il est fertile, plus il fait des aliments qui sont bons. Et en fait, aujourd'hui, le gros challenge qu'on a ces 10 prochaines années aussi, c'est de faire pivoter notre agriculture de ce mode en fait qui se fait au détriment de la vie du sol à comment en fait je redonne fertilité au sol pour refaire de la nourriture. Et là, il y a un alignement, encore une fois, c'est du time to market. On voit aujourd'hui tous les gros du secteur. Donc là, on a fait un partenariat avec Unilever en l'occurrence, qui met aussi 100 millions dans le fond. Il y a AXA aussi, et puis ça branche AXA Climate qui met 100 millions dans le fond. On met 100 millions dans le fond. Et on lance un fonds qui va chercher aussi 1 milliard, sur le même modèle en fait que le premier fonds, pour faire le pivot de manière holistique de cette agriculture. Donc là, encore une fois, on a des demandes maintenant qui se disent bien, c'est quand même intéressant ce que vous faites, c'est quoi le sujet, etc., etc. Et en fait, il y a tous les acteurs, que ça passe de PepsiCo à Nestlé, à Danone, à Unilever, qui se posent la question de leur empreinte écologique. Leur empreinte écologique, c'est avant tout l'agriculture, puisque c'est ce qui se passe en amont. Et ils arrivent tous à la conclusion que réduire leur empreinte écologique, c'est passer à l'agriculture régénératrice. Encore une fois, il faut du partenariat entre privé, public, industriel, asset manager pour réussir à débloquer les chaînes de valeur. Sinon, on n'y arrive pas. Et je pense que c'est là où Tikeo a réussi à faire quelque chose de très différenciant dans le marché. C'est qu'on n'est pas parti du principe qu'on savait tout faire tout seul et qu'on le faisait mieux que tout le monde. On s'est dit, on a des idées, mais en fait, on pense qu'en mettant tout le monde autour de la table, avec un alignement de valeurs sur ce qu'on a envie de faire, on a plus de chances de réussir qu'essayer de le faire tout seul, en disant que tout allait bien se passer. Ouais, je pense que la notion d'agent du changement était vraiment intéressante et en tout cas vous avez une thèse qui est très convaincante. J'espère qu'on aura l'occasion de vous reparler bientôt sur ces solutions offensives et notamment sur ce fonds sur l'agriculture qui m'a l'air aussi prometteur mais
qu'on ne pourra pas détailler aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était passionnant et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Très cool.